Vous avez rendu les conclusions de la commission d'enquête dont vous avez été la rapporteure. Dedans, vous dénoncez l'existence d'un deal caché entre Emmanuel Macron et la plateforme Uber. Le président était encore ministre de l'économie à l'époque. Considérez-vous aujourd'hui avoir réussi à démontrer l'existence véritable de ce deal ? Oui, alors ça a été un travail extrêmement intense. Ça a été 6 mois de travail avec plus de 88 heures d'audition. On a auditionné 120 personnes. On a épluché énormément de notes aussi d'Uber et des différents ministères. Et en fait, on a travaillé sur 2 aspects. Premièrement, la question des Uber Files. Alors c'est quoi ? C'est de la période de 2014 à 2017. Vous avez un ancien lobbyiste d'Uber, Marc Magan, qui a joué le rôle de lanceur d'alerte et qui a transmis, il y a 1 an exactement, à un consortium de journalistes, dont vos confrères du Monde et de Radio France, énormément de documents, avec plein d'échanges SMS. Alors on a tout mis dans le rapport, ces éléments-là, et qui montrent bien que, alors que la plateforme était dans l'illégalité totale, c'est-à-dire qu'elle était vraiment en infraction à la fois des réglementations sur le transport de personnes à titre onéreux, mais aussi du code du travail, des impôts, qu'elle avait y compris des méthodes, elle assumait, d'ériger l'illégalité en mode de fonctionnement. Il y a un schéma comme ça qu'on a reproduit dans le rapport interne de la pyramide of shit. La pyramide of shit. La pyramide of shit, où ils montrent toutes les infractions et donc toutes les poursuites dont ils vont faire l'objet, mais c'est pas grave. Ils en rigolent, ils assument, et malgré tout, ils sont en contact direct, les dirigeants d'Uber, avec le ministre de l'économie de l'époque, Emmanuel Macron. Vous dites en toute illégalité, sauf que il y a des autorités de contrôle qui existent, qui sont là justement pour veiller à cela. Elles ont subi des pressions ? Alors, en fait, il y a plusieurs choses. D'abord, on a une stratégie d'une plateforme qui impose l'état de fait à l'état de droit. Et comme vous avez un discours très bienveillant en soutien du ministre de l'économie de l'époque, on sent un trouble dans les administrations de contrôle et que les choses ne se font pas réellement. Le contrôle n'est pas appliqué. Et puis vous avez un ministre qui donc organise un deal. C'est-à-dire qu'il y a une stratégie conjointe coélaborée entre les dirigeants d'Uber et Emmanuel Macron, dont on peut attester la véracité à travers l'ensemble des échanges de SMS. Soit entre Travis Kalanick, le PDG d'Uber, et Emmanuel Macron, soit entre les dirigeants d'Uber qui racontent les entrevues avec aussi les membres du cabinet d'Emmanuel Macron de l'époque, notamment monsieur Lacresse, qu'on ne pourra pas auditionner parce que le président de la commission d'enquête macroniste a protégé les siens. Et malgré tout, on voit. Et ce deal, c'est quoi ? Vous avez une plateforme qui est totalement illégale, Uber Pop, et qui a d'ailleurs subi une décision de justice. Mais comme Uber fait appel, il continue cette application, il l'utilise comme un chiffon rouge, comme une monnaie d'échange, et ils obtiennent dans ce deal un rabaissement complètement des exigences de formation, et on passe de 250 heures à seulement 7 heures pour devenir chauffeur VTC, ce qui va permettre en fait à Uber de pouvoir recruter énormément de VTC en un temps record, sachant que la stratégie des plateformes, vous savez, elles sont déficitaires. C'est d'inonder le marché pour essayer de capter un monopole en faisant un dumping social de fou, c'est-à-dire en proposant des services à perte, ce qui est normalement illégal. D'une certaine manière, c'est un deal quand même gagnant-gagnant, parce qu'au final, il y a eu la suppression d'Uber Pop. Alors, au final, il y a la suppression d'Uber Pop, mais la plateforme, du coup, va réussir à imposer la banalisation, et comme si c'était légal, les autres activités qu'elle faisait. Or, l'activité même d'Uber, aujourd'hui encore, est illégale au regard des lois Thévenoud, au regard de la loi Grand-Guillaume sur le transport de personnes, mais y compris au regard du Code du travail. Et là où c'est intéressant dans le rapport, c'est qu'on va travailler pas simplement sur cette période-là, 2014-2017, mais vous dites qu'il y a des contacts après aussi. À aujourd'hui. Et alors là, c'est très intéressant parce que on a une note du ministère du Travail en 2019 qui montre que l'ubérisation s'est développée dans tous les secteurs. Alors on découvre, c'est-à-dire que c'est pas simplement les livreurs et les chauffeurs, mais c'est aussi, par exemple, est-ce que vous saviez qu'il y avait de l'ubérisation dans l'action dans des auto-écoles sur Internet, où ils prétendent avoir les agréments préfectoraux, ils les ont pas. Dans le service funéraire, dans le service maritime et de l'aviation, dans la restauration, dans plein de domaines, la note montre l'étendue de l'ubérisation et toutes les infractions à la loi. Alors on se dit super. S'il y a cette note-là, ça veut dire que les notes d'après, ça va être des notes pour dire comment est-ce qu'on va faire respecter l'état de droit. Et en fait, les notes postérieures du ministère du Travail, des Transports ou de l'Économie ont une seule obsession: comme, entre guillemets, protéger les plateformes du risque de requalification aux salariés. C'est-à-dire non pas faire appliquer le droit, la loi, mais comment protéger les plateformes du droit et de la loi.